l'actualité israélienne en français avec Alliance, le premier magazine de la communauté juive sur le net. David Shapira, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ben oui, malgré les circonstances et malgré les nuits un peu agitées que tous les Israéliens ressentent, vivent, un peu comme nous tous. Actuellement, on est très très tendu. Alors, on est en attente. On est en attente et en même temps, pas tellement, puisqu'il y a déjà eu un attentat, une attaque terroriste à Holon. Oui, alors c'est un attentat qui a déjà causé la mort de deux personnes âgées. Écoutez, il s'agit d'un Palestinien qui a été, comme on dit dans notre langage, neutralisé, qui est mort à la suite de ses blessures à l'hôpital. Il a 35 ans et il était, si vous voulez, illégal. Oui, ici, il vient de territoire palestinien, d'une ville qui s'appelle Salfit, à côté d'Ariel. Et le problème de ces ouvriers palestiniens qui viennent en Israël, des fois légalement et souvent illégalement, est un problème, je dirais, qui est ancré depuis des années en Israël. Tout à fait. Depuis. Et il y a eu le ministre ce matin de la Culture, Miki Zohar, et des Sports, et qui a suggéré qu'il fallait maintenant se couper complètement de la main-d'œuvre palestinienne, même légale. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Israël doit se séparer de ces ouvriers palestiniens, et je dirais même ceux qui ont l'autorisation. Et dans un même temps, il dit, mais il faudrait aussi ouvrir nos frontières pour amener des travailleurs étrangers. Et c'est là que je me mets très en colère, je suis très en colère, parce que ça fait des mois que nous sommes en guerre, ça fait des mois que le problème des ouvriers palestiniens constitue un réel problème même pour le développement de la construction, mais même pour le développement économique de l'État d'Israël, et le gouvernement ne fait rien, mais rien. Et à la place de prendre des mesures exceptionnelles, des mesures d'urgence pour amener des Indiens, des Chinois, des Polonais. Il y en a quelques-uns. Mais il faut ouvrir, il faut remplacer environ 100 000 ouvriers. C'est un nombre très important. Et cesser d'être dépendant de cette main-d'œuvre palestinienne qui est un danger, et fermer hermétiquement la frontière israélienne de celle des territoires palestiniens. Et pour ça, il faut que le gouvernement agisse à la place d'être occupé par des querelles et des polémiques stériles sur le fait qu'il y a trop d'incitations sur le Premier ministre Netanyahou. Il faut ouvrir les vannes à une main-d'œuvre dans le domaine agricole, dans le domaine de la construction. C'est urgent. Et encore une fois, l'inaction et l'inefficacité du gouvernement est lui le véritable problème. Alors, on est tout à fait d'accord. Cependant, il faut bien comprendre que la population palestinienne a un avantage en dehors du prix, c'est qu'elle retourne chez elle le soir pour dormir, alors que si nous faisons venir de la main-d'œuvre étrangère, qu'elle soit chinoise ou indienne, il faudrait effectivement penser à l'hébergement. C'est pas grave, on les hébergera. D'accord. Il n'y a aucun problème, mais nous avons un problème à discerner d'ailleurs, les Palestiniens qui viennent travailler ici, qui ont un permis, et de ceux qui ne l'ont pas. Nous sommes maintenant en état de guerre, pas seulement dans la bande de Gaza, mais aussi à Tulkaren, aussi à Jenin, aussi à Naplouse, aussi à Hebron. Donc, tant qu'une situation de calme ne sera pas complètement rétablie, il faut maintenant se détacher de cette main-d'œuvre. Dépendance. Mais d'un autre côté, si le gouvernement ne fait rien, ce seront eux les responsables de ce qu'on appelle ces occupants qui sont illégaux et qui viennent ici, qui est difficile de différencier. Vous savez aussi ce que font les entrepreneurs, et c'est le cas dans le centre du pays. Ils vont les chercher. Et ils vont illégalement offrir le gîte dans les champs, dans les sites de construction. C'est-à-dire que ces Palestiniens dorment pour ne pas rentrer chez eux. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Et donc ça, c'est illégal. C'est totalement illégal. Et en fait, c'est très difficile aussi à contrôler. Donc il faut arrêter avec ça. Maintenant, vous savez très bien que vous avez raison. Le tramway est construit. Le tramway de Tel Aviv a été construit par des ouvriers chinois. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais entendu parler de Chinois qui a pris un couteau et qui a poignardé des gens dans la rue. Bravo. Alors, il y a aussi des tirs sur Ashdod, m'avez-vous... Oui, alors là, on est un peu surpris parce que on le sait, hein, la grande majorité, peut-être 95-97% du matériel de guerre du Hamas a été détruit ou n'est plus en activité. Il reste encore par-ci par-là quelques roquettes, et je pense que le Hamas tire ses dernières cartouches. C'est un tir qui a été effectué du sud de la bande de Gaza, comme quoi même quand on est sur place et même quand on se retire et qu'on revient et qu'on retire, il y aura encore du travail. Ça va prendre des mois encore. Et malheureusement, mais nous pouvons nous consoler par le fait aussi que je pense que
l'effectif militaire du Hamas touche à sa fin. Et je voudrais aussi informer nos auditeurs que les combats continuent dans le centre de la bande de Gaza tous les jours. 9 à 10 ou 20 terroristes sont tués, y compris des responsables qui sont ciblés et qui ont participé au massacre du 7 octobre. De ce qu'on appelle donc des dirigeants de la Nourba, cette unité barbare qui a envahi le pays le 7 octobre 2023. Donc la guerre continue, c'est une guerre de longue haleine, il faudra encore beaucoup de patience, mais pour l'instant on peut commencer à parler de victoire relative, et pas totale ni absolue comme le dit Netanyahou, mais d'une victoire relative sur le Hamas qui a encore une fois perdu un grand de son effectif matériel militaire. Et évidemment aussi en hommes aussi, beaucoup d'hommes ont été éliminés, beaucoup de terroristes. Et il me semble que ce serait peut-être justement le moment d'envisager enfin un accord pour les otages. Alors justement, parlons des négociations concernant les otages qui semblent non seulement être en situation de statu quo, on attend toujours le hockey ou du moins l'approbation de Netanyahou. Pourquoi Benjamin Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël, bloque ces négociations? Il faut être clair, il faut appeler un chat un chat. Le blocage vient de lui. On ne peut pas penser une seule seconde que ce soit pour éviter les poursuites judiciaires. Qu'en pensez-vous? Alors, d'après les familles des otages elles-mêmes, Netanyahou est coincé et freiné par l'aile de l'ultra-droite de sa coalition, c'est-à-dire le parti de Smotrich et de Ben Gvir, deux partis qui sont réunis et qui menacent de quitter la coalition gouvernementale si jamais un accord est signé, ce qui voudrait dire pour eux, de leur part, une victoire relative qui permettrait au Hamas de se refaire, de se reconstruire et qui mettrait en danger la sécurité d'Israël. Smotrich et Ben Gvir argumentent que cet accord, c'est non seulement un signe de défaite de la part d'État d'Israël, mais en plus, ça remettrait en cause la sécurité des habitants du pays si le Hamas arrive à se réarmer. Bon, les forces de sécurité, toutes confondues, c'est-à-dire l'armée, le Shabak, le Mossad, disent à Netanyahou qu'en 6 semaines de cessez-le-feu, pour commencer au moins à libérer 30 ou 40 otages vivants, encore vivants, ne permettrait pas au Hamas ni de construire des tunnels, ni réellement de se réarmer, puisque nous contrôlons ce qu'on appelle l'axe de Philadelphie, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte, et qui permettait en fait l'approvisionnement d'armes aux mains du Hamas. Et pour l'instant, ça s'est fermé. Donc les familles sont très très en colère et elles ont l'impression qu'en fait Netanyahou a développé un sens a développé une indifférence profonde en fait, et même de la cruauté envers le sort des otages. C'est la version de la famille des otages. Netanyahou, on le sait, lors d'une réunion tripartite avec les forces de sécurité, et lui a crié, a élevé la voix contre le responsable du Shabak et du Mossad en disant qu'ils étaient faibles, qu'ils ne comprenaient rien aux négociations et que c'est pas comme ça qu'on menait des négociations et que c'est lui qui avait raison. Donc il y a presque une défiance de la part de Netanyahou de ses propres des analyses des forces de sécurité. Et pour l'instant, ce qu'on dit dans les différents organismes de défense et de la part des familles, c'est que Netanyahou en fait a abandonné ou abandonne le sort des otages pour conserver une coalition qui lui permettrait d'arriver jusqu'en octobre 2026, c'est-à-dire jusqu'à la date des prochaines élections. Alors une question subsidiaire, en admettant qu'il veuille tout seul prendre cette décision et qu'effectivement nos deux personnages, Smotrich et Bezalel, décident de quitter la coalition, que se passerait-il? Est-ce que l'accord serait maintenu, les négociations seraient-elles maintenues malgré la rupture de cette coalition? Ça, c'est une vraie question. Écoutez, si Netanyahou signe aujourd'hui un accord de cessez-le-feu, je dis encore une fois relatif, il ne s'agit pas d'arrêter la guerre, de cessez-le-feu, Smotrich et Ben Gvir ont tous les deux annoncé qu'ils quittaient immédiatement la coalition. Le gouvernement tombe, ça veut dire des élections anticipées. Très bien, donc ça rejoint ce que l'on pensait depuis le départ. Bien que Yair Lapid de Yesh Atid, donc dirigeant de Yesh Atid, et Benny Gantz ont tous les deux affirmé qu'ils soutiendraient le gouvernement, la coalition, en cas d'accord. Mais c'est un soutien qui est limité dans le temps. C'est juste un soutien, je dirais,
une seule fois pour l'accord. Mais quand l'accord aura été effectué, réalisé, il n'aura plus le soutien et il n'aura plus de coalition. Donc si vous voulez, Netanyahou se trouve entre deux choix. Ou il essaye de ramener des otages et il signe un accord avec le Hamas, un accord de cessez-le-feu temporaire, et il n'a plus de gouvernement, et on va à des élections dans 3 ou 4 mois. Pourquoi pas? Ou Netanyahou, qui sait qu'il ne remportera pas les prochaines élections, ne fait pas d'accord et continue à faire la guerre en disant que pour l'instant, ces conditions ne sont pas remplies. En conclusion, tout cela est pour l'honneur et le bienfait de Netanyahou. Du gouvernement et de la coalition et de la majorité au sein du gouvernement. Voilà. Très bien. Alors maintenant, nous allons parler d'un autre front, le Nord. On n'en parle pas beaucoup et c'est pourtant une guerre déclarée qui se passe en Galilée, dans le Golan. On peut voir dans les vidéos qui circulent un petit peu partout sur le web les attaques, les missiles non-stop. Que se passe-t-il? Pourquoi on n'en parle pas autant, justement, que cette attaque terroriste qui a eu lieu à Holon? Alors officiellement, nous ne pouvons pas nous occuper de ce qui se passe au Nord, car nous sommes toujours préoccupés par ce qui se passe dans la bande de Gaza. On revient toujours au même problème. On manque de soldats et on manque de soldats combattants. C'est pour ça que le monde public ultra-orthodoxe est décrié aujourd'hui et avec virulence, parce que s'ils sont nos frères comme ils le prétendent, s'ils sont nos frères dans notre destin, nous sommes attaqués dans notre existence et malheureusement nous ressentons, je dirais, des gestes de lâcheté, une lâcheté de la part du monde rabbinique. Et on entend de plus en plus de voix au sein du camp, ce qu'on appelle du camp sioniste libéral, à exclure le public ultra-orthodoxe de la vie de ce pays, puisque justement quand ce pays est en danger, eh bien, il se défile. Hein. Bon, alors, pour répondre à votre question, nous n'avons pas encore toutes les forces nécessaires pour s'occuper du Nord, mais c'est vrai, vous avez raison de rappeler que nous avons plus de 70 000 personnes déplacées qui vivent depuis presque 1 an dans des chambres d'hôtel. C'est incroyable, d'autant plus qu'on leur avait promis que le 1er septembre, ils pourraient rentrer chez eux et commencer une vie normale. Alors, vous l'avez dit, des bombardements, il y a quelques agriculteurs qui restent malgré tout, qui se font tuer aussi. Il y en a eu un au kibbutz Goshrin, c'est passé tellement vite que même son nom n'a pas été retenu. Ils sont extrêmement courageux. En fait, ces quelques habitants qui restent dans les kibbutz sont en fait le dernier rempart. Et moi, je suis un peu perplexe sur le fait que doit-on ou pas revenir réhabiter le Gush Katif dans la bande de Gaza? Doit-on annexer les territoires de Judée-Samarie à l'État d'Israël alors qu'on vient de perdre, on est en train de perdre les territoires de Galilée? Il faudrait d'abord récupérer la Galilée qu'on a perdue. On est en train de parce que plus personne n'ose aller visiter maintenant, faire une balade près des kibbutz qui sont près de la frontière du Liban. Donc il faudra se préoccuper de récupérer. Et qu'est-ce qu'en dit le gouvernement justement? Pour l'instant, rien. Eh ben voilà, pour l'instant, rien. Donc, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement, donc, cette guerre. Si, la guerre dans la bande de Gaza, mais le gouvernement soutient que pour l'instant, les forces engagées... Vous savez, si on s'attaque au nœud du problème, c'est-à-dire au Hezbollah, il faudra faire entrer des forces terrestres dans le sud du Liban. Ça veut dire qu'on est obligé d'engager encore maintenant 300 000 personnes, de leur retirer de leur travail. Vous savez déjà que cette guerre nous coûte une fortune. Que l'économie du pays n'est pas brillante et on est loin encore d'évaluer tous les dégâts qui vont s'accumuler et qu'on devra rembourser pendant des années. Voilà, donc c'est encore beaucoup de soldats morts, beaucoup d'enrôlement, de mobilisation. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est clair, c'est pas facile, mais à mon avis, c'est inévitable. Hein. Cette guerre est une nécessité existentielle et à un moment donné, il va falloir certainement agir. Alors, j'espère seulement que cet État, ce gouvernement, n'est pas là juste en réaction et que l'action va devenir prioritaire. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je vous remercie infiniment. Merci Claudine. David, et je vous dis à très bientôt sur shalom, Radio Alliance. À bientôt. Shalom. Au revoir.